Hello, tout le monde. Donc, on va continuer avec l'anatomie et la physiologie humaine de la partie respiratoire. Et maintenant, on va attaquer les cavités nasales, et qui est la deuxième partie. La première partie étant les structures externes du nez. Cavités nasales sont boutues parce que c'est beaucoup. Donc, lors de la respiration, l'air pénètre les cavités nasales par les narines. Je rappelle les narines, 22 droits. On avait vu où étaient les narines. Mais dans le deuxième schéma aussi, la figure 22.4, on montre où sont les narines. Donc, on y a automatiquement obligé de tourner dans figure ça. OK, cavité nasale, donc c'est une coupe sagittale. Autrement dit, une coupe sagittale de la tête et du cou. Nous avons l'illustration en A et la photographie en B. Et donc, c'est une coupe sagittale, c'est une coupe médiane. Elle est parallèle à la coupe médiane. Donc, la première chose qu'on regarde, ce sont les narines. Et on voit les narines. Les narines ne sont représentées que dans l'illustration. Donc, la première partie qui nous intéressait, c'était les narines. Donc, lors de la respiration, l'air pénètre les cavités nasales par les narines. Les cavités nasales sont séparées par le septum nasal, composé à l'avant par le cartilage du septum nasal et à l'arrière par le vomer et la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. On va voir la figure. Donc maintenant, on parle du septum nasal qui comprend trois parties. OK? Bon. Et comme c'est une coupe parasagittale, comme c'est une coupe et sagittale, on va pas bien voir le septum. Le septum, vous allez voir le septum de façon plus détaillée lorsqu'on va voir l'anatomie. Et sinon, on va être obligé, pour mieux voir, de se référer à autre page. Là, c'est-à-dire, à la page, il faut aller à la page 245. Hmm. On va aller à la page 245 pour voir la figure 7.14. Allez, page 245. 245, 7.14. Et 245 et 714B. Donc ici, on voit le symptôme qui est formé d'abord par le cartilage du septum nasal et en arrière, on va avoir le vomer. OK? Donc on retourne à là où on était. Et on était à la première partie, la deuxième partie de la première partie. Ah, donc, le septum nasal, composé à l'avant par le cartilage du septum nasal et l'arrière par le vomer, mais on a pas vu la lame verticale de l'éthmo. L'arrière des cavités nasales communique avec le nasopharynx. Le pharynx divise en plusieurs parties. La partie du pharynx qui est en rapport avec le nez s'appelle le nasopharynx. Et ça communique avec le nasopharynx par les choanes. Ils viennent sous une espèce, ça veut dire plus ou moins entonnoir. Donc ça, c'était la partie qui séparait les cavités nasales en deux, qu'on appelle le septum nasal. Donc, le toit des cavités nasales, donc en haut, est formé par les os ethmoïdes et sphénoïdes, tandis que le plancher qui les sépare, la cavité orale, est constitué par le palais. Dans sa partie antérieure, le palais est supporté par les os palatins
Et le processus planétaire des maxillaires est appelé le palais osseux. Et c'est en partie postérieure. Et du palais sans soutien et de composition musculaire est appelé palais mou. En avant, nous avons le palais osseux et en arrière, le palais mou. OK? Ou le plancher. Tout ça, ça va être un petit peu plus clair lorsque on a les os du crâne. Donc, la partie de la cavité nasale située au-dessus des narines, le vestibule nasal, la partie des cavités nasales située au-dessus des narines, le vestibule nasal est tapissé de peau contenant des glandes sébacées comme le et sudoripare, ainsi que de nombreux follicules pileux. Les poils ou vibrisses filtrent les grosses particules de poussière, comme la poussière ou en suspension dans l'air inspiré. Le reste des cavités nasales est recouvert par la muqueuse anale qui présente deux aspects suivant la situation. L'épithélium, bon, et là encore, on va se référer à un schéma qui n'est pas ici. L'épithélium de la région olfactive de la muqueuse du nez recouvre la région supérieure des cavités nasales et contient des récepteurs olfactifs. Donc, on verra dans un prochain chapitre. Et la muqueuse respiratoire qui recouvre la plus grande partie de la muqueuse nasale. Elle est formée d'un épithélium pseudostratifié prismatique cilié qui comprend des cellules caliciformes éparses. Référence à votre histologie. La muqueuse respiratoire repose sur une lamina propria riche en glandes séromuqueuses qui s'étendent jusqu'à la sous-muqueuse. Donc ça, on vient de voir ce que c'est que la muqueuse nasale, qui comprend l'épithélium de la région olfactive de la muqueuse et la muqueuse respiratoire. Les glandes séromuqueuses renferment, donc séro, ça veut dire liquide, et muqueuse sont pareils qui poissent. Les glandes séromuqueuses renferment des cellules muqueuses qui sécrètent du mucus et des cellules séreuses qui sécrètent un liquide aqueux contenant des enzymes. Chaque jour, ces glandes sécrètent environ 1 litre de mucus contenant du lysozyme et des antiprotéases. Ces enzymes antibactériennes détruisent chimiquement les bactéries que le mucus a emprisonnées, en même temps que la poussière et les débris. Les cellules épithéliales de la muqueuse respiratoire sécrètent également des défensines antibiotiques naturelles qui permettent de détruire les microbes envahisseurs. De plus, l'eau présente en grande quantité dans la pellicule du mucus humidifie l'air inspiré. Donc, on a un résumé de ce que font les glandes séromuqueuses, qui ont donc deux parties, une partie qui presse, qui va emprisonner les particules de poussière, les pollens, mais aussi les bactéries. Et, et les cellules séreuses qui vont sécréter, qui contiennent, donc et ce mucus-là contient du lysozyme et des antiprotéases. Ce sont des enzymes antibactériennes. Puisque les cellules épithéliales de la muqueuse respiratoire, eux-mêmes, ils vont sécréter défensine, qui est un antibiotique naturel qui permet de détruire les microbes envahisseurs. Et microbes ça qui finissent fermés, qui finissent quimbés par le mucus. De plus, l'air va humidifier, l'eau va humidifier l'air inspiré. Maintenant, les cellules ciliées de la muqueuse respiratoire créent un léger courant qui, à une vitesse pouvant aller de jusqu'à une dizaine de millimètres par minute, achemine le mucus contaminé vers la gorge, l'oropharynx. L'oropharynx, c'est la deuxième partie du pharynx qui est en rapport avec la cavité orale. C'est appelé l'oropharynx. Donc, le pharynx est en rapport avec le nez, c'est le nasopharynx. Le pharynx est en rapport avec la gorge, c'est l'oropharynx. Et où il est avalé et digéré. Donc, on fait ça. Donc, hein, bon, pas les faire trop, de nous galéléens comme ça. OK, c'est le mucus que nous accumuler et il va être avalé. Une fois qu'il est avalé, il va arriver dans l'estomac et nous connaissons l'estomac, ils ont acide chlorhydrique qui est très puissant qui va donc, hein, les bactéries.
Cet important mécanisme passe habituellement inaperçu. Lorsqu'il fait froid, cependant, l'action des cils ralentit et le mucus s'accumule dans les cavités nasales et s'écoule par les narines. Ça fait ou bien rhume qu'a poulé. À cela s'ajoute le fait que la vapeur d'eau dans l'air expiré tend à se condenser quand la température est basse. Ainsi, on comprend mieux pourquoi le nez coule en hiver et les jours de grand froid. Donc, je explique au qui j'en fais nez à couler de l'eau. Ok? C'est parce que, premièrement, s'il n'y a pas battu aussi rapidement qu'avant, donc mieux que ça va culter. Et deuxièmement, même phénomène qu'on voit sur une bouteille ou bien sur un verre qui glacé pour que le suer, en fait, c'est pas suer le suer, c'est la vapeur d'eau que nous pas ouais, invisible, qui le main ou bah fret se condense, et tourner l'eau pour qu'arriver le nez, ça qu'arriver le nez, c'est ça que fait, le fait fret, nez couler de l'eau. La muqueuse nasale contient de nombreuses terminaisons nerveuses qui, en contact de particules irritantes, telles que la poussière, le pollen ou l'autre, provoquent le réflexe d'éternuement. OK? L'air est expulsé jusqu'à 160 km/h lors d'un éternuement force l'air à sortir des cavités nasales, ce qui permet d'expulser les irritants. Donc, théoriquement, je me ça, l'eau a éternué, ou pas supposé pas éternuer. Parce que l'eau a éternué, on va expulser tout ça, ok, qui colle dans le néon, qui va irriter. Nous connaissons ça. Nous connaissons, on sent, et puis, sentant les gratter nous, et puis bon, on a envie nous éternuer. Donc, ce sont des terminaisons nerveuses qui, justement, qui viennent stimuler et, et pour éternuer. Et en même temps, pour augmenter l'effet éternuement, le ça n'est en coulée de l'eau pour ça vent 160 km/h, c'est quand même beaucoup, à réussir retirer d'eau mucus sans que vous sécrétez à poser. De riches plexus composés de capillaires et de veines aux parois minces s'étendent sous le tissu épithélial de la muqueuse nasale et réchauffent l'air qui s'écoule auprès de la muqueuse. Lorsque la température de l'air inspiré s'abaisse, le plexus vasculaire se gorge de sang et intensifie le réchauffement. La présence de très nombreux vaisseaux dans le tissu superficiel explique la fréquence et l'abondance de ces. Et donc, dans le paragraphe ça, il y a donc un paquet de vaisseaux et capillaires et au niveau de, de la muqueuse nasale, si pour qu'il y en a l'air. Normalement, il y a là pour chauffer l'air. Mais, parce que le sang est chaud, je rappelle, mais, et, comme il y a en bas quoi, il est très fragile, ok, il y a qu'à faire petit pété et le ça, mais on absent. Ok? Maintenant, on va voir les cornets nasaux. Et pour trouver ça, on voit les cavités nasales et on a vu différentes parties. On a vu la muqueuse et on a vu le vestige nasal, la paroi, tout et tout, les parois, tout et tout. Maintenant, nous parlons de l'autre partie qui sont justement, les cornets nasaux. On retourne au schéma parce que nous plongeons que nous avons pile bagaille que nous pas ouais parce il y a d'autres schémas qui sont beaucoup plus en rapport avec l'anatomie de la tête. Donc, il y a des mots que nous pas comprendre bien. Et après ça, mais maintenant, on va voir les cornes. Et on te montre ça. Un, deux, trois cornets nasaux. C'est ça. Ça qui en l'air après les cornets supérieurs, ça entre les deux, et après les cornets moyens, et ça qui bas, c'est cornets inférieurs. Et on peut le voir aussi sur la photo. On peut les voir tout au niveau de la photo. Cornets nasaux. Les parois latérales des cavités nasales portent trois projections médiales recourbées et recouvertes de la muqueuse nasale. Ce sont les cornets nasaux supérieurs, moyens et inférieurs. Chaque cornet délimite un sillon appelé méa nasal. Ces méa donnent accès aux cellules. C'est des cavités de certains sinus
paranasaux. Est-ce que sur le schéma, on va voir les méas, ok, on voit bien, cornéa, ils ont un espace, ce sont les méas nasaux. Ok, et comme nous avons trois cornets, on va avoir trois méas nasaux supérieurs, moyens et inférieurs. C'est ça. Joël. Si on voyait, lorsque on a fait du crâne, on a fait les méas de face, parce que c'est du profil, et on a fait au pied. Et ces méanasos, il y a certains qui ouvrent vers les sinus. Les cornets accroissent notamment la turbulence de l'air. C'est-à-dire que le air, le vent arrive dans l'air, il va faire une ligne droite, il va faire un paquet de courbes. On appelle la turbulence de l'air dans les cavités. Et leur présence augmente la surface de la muqueuse exposée à l'air. OK? Ainsi, j'aime bien là. L'air inspiré tourbillonne dans les anfractuosités, là, il trouve dans le petit caverne qui est en dedans cavité. Tandis que les particules non gazeuses plus lourdes sont déviées vers les surfaces recouvertes de mucus qui les captent. De la sorte, la plupart des particules de plus de 6 micromètres de diamètre ne dépassent pas les cavités. Donc, en fait, quand c'est un son labyrinthe que les cornets et les méas nasales pral faire dans l'air, qui fait que l'air, avant que on aspire, hein, il va le virer, il va le passer dans tout petit fond de ça, ce qui fait que s'il te gagne particule en suspension qui est supérieure à plus de 6 micromètres, c'est pas gros, hein, de diamètre, il y a tout collé dans l'air, et puis l'eau va moucher, mais l'eau va ça, on va éliminer tout. Les cornets et la muqueuse nasale ont pour fonction non seulement de filtrer, de réchauffer et d'humidifier l'air, on va dire ça, d'humidifier l'air durant l'inspiration, mais aussi de récupérer la chaleur et l'humidité lors de l'expiration. Autrement dit, les cornets se refroidissent au contact de l'air qui entre, ce qui leur permet de condenser l'humidité et de recueillir une partie de la chaleur contenue dans l'air chaud et humide expulsé de l'organisme lors de l'expiration. Ce mécanisme de récupération réduit considérablement la quantité d'humidité et de chaleur perdue lors de la respiration. Il nous aide à résister au froid et à la sécheresse. Donc, les cornets, au fond, vous faites deux bagailles qui contradictent. OK? Non seulement vous filtrez, vous chauffez l'air durant l'inspiration, mais, OK, vous récupérez chaleur et humidité durant l'expiration. C'est ça fait que vous avez résisté au froid et à la sécheresse. Tel fin ça, c'est un milieu clinique. OK? Nous allons montrer nous pour qui ça, faut étudier ça. C'est pour comprendre le phénomène de rhinite et de sinusite. Du moment que nous avons un hit qui vient en bas, derrière un mot, ça veut dire que c'est un processus inflammatoire, que nous parlons inflammation. Alors, je tiens à préciser que nous fait commencer, il y a des termes qui viennent antigènes compliqués parce que nous pouvons connaître, mais au fur et à mesure que l'autre coup va fait, n'a comprendre ça n'a pas. Donc, les virus du rhume, les streptocoques et divers allergènes causent la rhinite, c'est-à-dire inflammation de la muqueuse nasale favorisée par la sécheresse de sa vascularisation, la richesse, pardon, de sa vascularisation, accompagnée d'une production excessive de mucus, nous à couler l'eau. OK? D'une congestion nasale, nous bouchée, qui d'écoulement vers l'arrière de la cavité nasale, nous toujours brume des gorges. La muqueuse nasale communique avec le reste des voies respiratoires, ce qui explique que le rhume, qui commence dans le nez, se propage souvent à la gorge, puis aux voies respiratoires inférieures. Comme la muqueuse s'étend jusque dans les conduits lacrymonasaux et les sinus paranasaux, les infections des cavités nasales peuvent atteindre ces structures et entraîner des sinusites, c'est-à-dire inflammation des sinus. Lorsque le mucus ou des matières infectieuses obstruent les voies qui relient les cavités nasales au sinus, la pression dans les sinus
n'est parfois plus la même que la pression atmosphérique. Et ces changements de pression peuvent provoquer des céphalées sinusales. Donc là, on a des sinus, ok, ou bien céphalée sinusale, parce que la sinusite s'accompagne aussi de présence de mucus, de liquide dans les sinus. Donc, non seulement mon a céphalée sinusale, mais comme sinus, ça, c'est de cavité qu'on vient dans la tête, qui permettent que boîte crânienne, là, on dit, il pas fin trop lourd. Donc, il y a un signe de sinusite, là, c'est justement le dehors de la tête, c'est céphalée sinusale. On continue, OK? Et on va finir avec les sinus paranasaux. Les cavités nasales sont entourées par un anneau de cavités, les sinus paranasaux. Ces cavités sont posées dans l'os frontal, sphénoïde, ethmoïde et maxillaire, référence anatomie des audipales. Les sinus allègent la tête avec les cavités nasales et ils réchauffent et humidifient l'air. Le mucus qu'ils produisent aboutit dans les cavités nasales et l'effet de succion créé par le mouchage contribue à vider les sinus. OK, donc là, on s'arrête, c'était la première partie. OK, donc, l'antigen compliqué, nous pas un problème avec tous ces mots nouveaux. Donc, qui ça me conseille, nous? C'est que lorsque nous pourrons commencer ouais, les os de la face, ok, que nous avons la cavité nasale, que le fin ouais ça, qu'on y a, nous qu'à retourner sur partie ça qui est indigeste parce que il y a un paquet de mots que nous pouvons habituer. À décourager, c'est normal, nous fait commencer. Et bye bye, et on se voit, ou bien on s'écoutera, ou plutôt vous m'écouterez à la prochaine. Bye bye.